Pascal Parbry, aussi extrêmement connu, qui a dirigé pendant plusieurs années l'IPMC, chercheur fondamental, donc précurseur pour l'Atlas des poumons, mais tellement d'autres choses. Et Pascal, ici ou aussi Je peux le faire là, ici, oui. D'accord. Tu vas donc évoquer l'expérience niçoise du suivi des eaux useuses. Ça fait bizarre raconter comme ça, mais bon, voilà, il fallait un titre qui cogne, c'est bien trouvé. On est assez loin de la problématique initiale. Oui, mais on va voir que les enjeux sont importants. Je voulais quand même dire, peut-être pour commencer, que ça fait 25 ans que le laboratoire, l'équipe, donc avec Laure, avec beaucoup d'autres personnes, on travaille sur les outils du séquençage. Et le séquençage, ça paraît quelque chose qui, aujourd'hui, à cause des experts à Miami, des experts à New York et quelques autres, paraît quelque chose de tout à fait standard. Mais en réalité, le séquençage des acides nucléiques, on sait faire ça depuis 50 ans, depuis seulement 50 ans. Donc c'est comme si vous aviez appris à lire depuis 50 ans, et on commence uniquement maintenant à comprendre toutes les choses qu'on est capable de faire avec ça. Et donc vous avez une première déclinaison, je dirais, avec ce qui a été présenté préalablement, parce que sur le dépistage des cancers du poumon, il y a une dimension extrêmement importante qui est développée dans l'équipe de Paul, qui est le séquençage de l'ADN pour essayer d'identifier des mutations. Vous avez eu une deuxième illustration avec Laure Emmanuel, où cette fois-ci on a compté les ARN et on a cartographié les cellules grâce aux ARN qui étaient contenus dans ces cellules, donc une deuxième façon d'utiliser le séquençage. Et moi je vais vous parler d'une troisième approche qu'on a essayé de développer et qui va vous remettre dans les années 2020, souvenez-vous, le virus arrive, le SARS-CoV-2 est à Nice, et on ne sait pas ce qui va se passer demain. Si vous vous rappelez bien, on se disait « Oh là là, il va y avoir une nouvelle mutation, ça va être la mutation terrible, elle va tuer tout le monde. » Et on se disait « Mais comment on peut faire, comment on peut essayer d'anticiper ?» Et alors ça devenait compliqué parce que toutes les technologies qui étaient utilisées pour le faire, c'était des technologies où on allait vous fourrer un truc dans le nez, et puis après ça, il fallait analyser cet échantillon. C'était bien, ça, on en a tous bénéficié, mais le souci, c'est que réussir à avoir une vision de ce qui allait se passer sur une très grande population, c'était compliqué. Alors, je ne sais pas si tu veux bien passer la première diapositive. Voilà. Alors, je pense qu'ici, on a tous eu au moins une fois la grippe. Hein, c'est un souvenir de chacun. Et on sait que ça se passe, en règle générale, au moment de l'hiver. Et vous voyez ici des mesures qui ont été faites en 2023, en 2024, en 2025. Et on voit des pics, des oscillations. Ça, c'est les montées et les descentes de deux virus différents de la grippe, le H3N2 et le H1N1. Donc les deux virus les plus fréquents que l'on a dans le cadre des grippes. Et ça, ce sont des mesures qui sont faites en clinique. Donc on compte le nombre de cas et puis on peut faire une courbe comme celle-là en comptant le nombre de cas et vous voyez effectivement que c'est pendant l'hiver que ça se passe. Alors si on passe sur la diapositive suivante, je vais vous montrer d'autres graphes. Et en fait, vous voyez que c'est à peu près pareil. Et ça, c'est quelque chose qu'on a fait en allant mesurer directement les séquences du virus de la grippe, directement dans ce que vous nous aviez donné, c'est-à-dire en allant aux toilettes et en fournissant toutes les eaux usées qui constituent les eaux usées qu'on traite au bout de la promenade, à côté de l'aéroport, dans la station de retraitement des eaux qui s'appelle Aliotis. Et ça vous donne une illustration que pour un autre virus, et c'est un virus respiratoire, hein, mais ce virus respiratoire, on le retrouve quand même dans les selles, et il peut de cette façon-là être véhiculé par les égouts, on peut le collecter jusqu'au niveau de Aliotis, et on peut l'analyser avec des techniques de séquençage. Donc ça, c'est quelque chose qui a été absolument central, sur lequel on travaille également à l'IPMC, et on est impliqué dans des réseaux nationaux et internationaux pour essayer de constituer une espèce de répertoire d'une surveillance épidémiologique.
dans le cadre des virus respiratoires. Et je voulais vous illustrer ça juste avec une dernière diapositive. Alors mes collègues m'ont dit que c'était trop compliqué, mais je pense que vous allez... Oh non, pas du tout. Vous allez avoir une explication assez simple. Quand on fait du séquençage, ce qu'on voit, c'est des petits bouts de séquence d'ADN, et donc vous allez avoir des successions de ATGC, ATGC, qui sont les différentes séquences, les constituants des acides nucléiques. Et en fait, lorsque nous avons fait cette mesure le 15 décembre 2021, on s'intéressait uniquement au virus du SARS-CoV-2. C'était en pleine période où se développait à ce moment-là un nouveau variant qui était le variant Omicron. Et tout le monde nous demandait, alors, est-ce qu'il y a du Omicron ? Parce que du coup, comme ça marchait bien, les gens de la métropole nous avaient beaucoup aidés, on avait accès à du matériel, à des eaux usées facilement, on a pu faire un certain nombre de choses que je pourrais vous expliquer si vous le souhaitez, mais on avait de cette façon la possibilité d'avoir des fragments qui étaient amplifiés, et on pouvait dénombrer, regarder un petit peu plus exactement s'il n'y avait pas des modifications à l'intérieur de séquences du virus qui pouvaient signaler la présence du nouveau variant que tout le monde attendait. Et il se trouve que le variant Omicron, il était assez caricatural, et vous voyez que les petites flèches là, elles indiquent des variations qui étaient spécifiques de ce variant Omicron. C'est-à-dire que si on les voyait, et si on les voyait sur le même RID, sur la même séquence qui se superposaient, à ce moment-là, on était certain que c'était de l'Omicron. Alors regardez à droite, il y a 207 séquences comme ça qu'on a été capable de regarder dans l'échantillon du 15 décembre 2021. Les autres séquences, qui étaient les séquences précédentes, avant qu'il y ait l'Omicron, il y en a 101 164. À l'époque, il y avait beaucoup de mesures qui étaient faites en clinique et on savait quelle était l'incidence exacte de l'infection. Et quand on fait le rapport de ces niveaux d'infection par rapport à la quantité qu'on a ici sur ces 200 sur 100 000, eh bien on avait probablement moins de 20 cas d'Omicron qui étaient présents dans toute la ville de Nice. C'est incroyable. Voilà. Vous aviez détecté à un stade où il y avait moins de 20 cas. Mm-hmm. Donc vous voyez là quelque chose, alors c'était pas du temps réel, on était du côté de notre laboratoire et on n'a pas été capable de le dire dans les 2 minutes, mais en fait le résultat il est là, et ça veut dire que avec les technologies du séquençage, on peut avoir un niveau de sensibilité qui est remarquable. Bien sûr. Et ce qu'on a fait pour le SARS-CoV-2, eh bien il faut maintenant être capable de le mettre en place pour pouvoir fournir un niveau de surveillance épidémiologique qui soit intéressant. Alors là, je vais ouvrir une question quand même, parce que les virus sont éminemment rapides, et si ils arrivent ici, alors j'ai évidemment informé les autorités de la situation. Ce qu'on m'a dit, il y avait un comité à l'Élysée qui surveillait tout ça. Et on m'a dit à ce moment-là, oui, mais tu sais, de toute façon, il est déjà trop tard. Et effectivement, il est déjà trop tard. C'est-à-dire que quand on a un cas sur la ville, on sait que ça va se disséminer, et quelques jours après, ça va être quelque chose qui va être à toute la ville. Oui, mais vous arrivez à géolocaliser, c'est ça l'avantage. Donc il peut y avoir des mesures très rapides qui sont prises. C'était à ça que je voulais arriver. Ah, pardon. C'était que finalement, ce qu'on peut faire au niveau d'une ville, c'est peut-être intéressant, mais si je vous dis que ça s'est développé au Moulin ou à Bon Voyage ou à Cimiez, ça ne va pas nous aider beaucoup, parce que de toute façon, il est déjà trop tard. Il y a forcément des gens de Cimiez qui ont été à Bon Voyage, ou des gens... Donc ça va trop vite. Cette distribution, elle est trop rapide. Par contre, si on imagine qu'il y a un réseau international, une espèce de station météorologique qui se met en place, dans lequel on aura la possibilité de suivre l'apparition de certains virus, à ce moment-là, il peut y avoir quelque chose d'intéressant. Et ça, alors, c'est peut-être pas la mode en ce moment, mais je crois que c'est un projet de collaboration qui peut toucher tout le monde et dont tout le monde peut bénéficier. Et voilà, c'était en fait ça que je voulais dire. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que je n'insiste pas sur le virus de la grippe, mais
en réalité, on a une façon de regarder les choses qui est suffisamment précise pour qu'on vous dise qu'il y ait éventuellement un décalage entre la souche que l'on voit sur le territoire et la souche qui va provoquer des hospitalisations. Et donc ce que l'on espère à l'avenir, c'est pouvoir mettre en place des systèmes où on dirait on a bien protégé contre la souche vaccinale. Par contre, il y a un petit copain de virus qui est en train d'émerger et c'est lui qui pose des problèmes. Et là, vous voyez que derrière, il y a éventuellement la possibilité, si vous mettez en place des systèmes de production de vaccins, par exemple avec des ARN qui peuvent être extrêmement rapides, vous avez à ce moment-là la possibilité de produire des contre-mesures et des protections qui peuvent être extrêmement intéressantes. Donc voilà, c'est un peu de la science-fiction. Pas mais vraiment, hein. On peut rêver pas de vraiment ça. De la science-fiction. Et voilà un petit peu sur quoi on travaille de ce côté-là. On peut applaudir, hein, c'est un magnifique travail. Merci beaucoup et très prometteur. Pour en savoir plus sur l'IHU Respirera, retrouvez toutes nos actualités sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet ihu-respirera.fr.